Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se demander si c'est mal de faire la hiérarchie entre le racisme institutionnel et le racisme entre les individus. Alors, le racisme interindividuel, on le connaît tous, c'est en gros les insultes et les agressions commises par des personnes lambda dans la vie de tous les jours. Ça, tout le monde le condamne et ça fait des années que SOS Racisme le condamne. Ceux qui condamnent que ça, c'est ceux qu'on appelle l'antiracisme moral. Et de l'autre côté, il y a le racisme institutionnel. Alors déjà, comme forme de racisme institutionnel, il y a les violences policières. Mais c'est aussi la mise en place de structures économiques, politiques, législatives, juridiques, culturelles, dont le fonctionnement vont faire en sorte que ça va exploiter davantage une catégorie raciale. Par exemple, le fait que les non-blancs se retrouvent en majorité dans des territoires paupérisés, c'est un des effets du racisme institutionnel. Et nous, dans l'antiracisme politique, on a toujours dit qu'il fallait bien distinguer les deux, le racisme institutionnel et le racisme interindividuel, et surtout qu'il fallait faire la hiérarchie entre les deux, avec l'idée, selon nous, qu'il fallait prioriser nos actions sur le racisme institutionnel. Et on dit exactement la même chose en ce qui concerne le sexisme, mais aussi l'homophobie dans les quartiers. Et cette idée, apparemment, elle passe pas bien dans la gauche. Et on l'a vu récemment avec une polémique qui a remonté jusqu'aux oreilles du gouvernement. C'est Houriya Boutelja qui, pour parler de l'homophobie dans les quartiers, a parlé d'homophobie soft. Ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non, ça reste soft. C'est pas une homophobie très forte. Alors, il faut savoir déjà que le mot soft, c'est un mot qu'elle a utilisé comme ça pendant une discussion avec des amis d'Annie Eraz et pendant une conférence avec un public LGBT, et surtout que c'est pas un concept en fait, c'est un mot qui a été mal choisi pendant la conversation, mais c'est pas un concept qu'elle a développé déjà à l'écrit. On s'y attache pas au mot soft. Par contre, ce qu'elle a voulu dire à travers la notion de homophobie soft, c'est l'idée de faire une distinction entre l'homophobie qui a le pouvoir politique et l'homophobie qui n'a pas le pouvoir politique. Et cette idée de fond qu'il y avait derrière le terme homophobie soft, ça, beaucoup de gens des quartiers l'ont compris. Je vous invite d'ailleurs à réécouter un space de Twitter dans lequel beaucoup de concernés venaient discuter de ce sujet. Ça fait des années et des années qu'on utilise un concept qui est celui d'Albert Memmi et qui est celui du racisme édenté. Alors, c'est quoi le racisme édenté? Eh ben, en fait, ça se rapproche énormément de ce qu'a voulu développer Houriya Boutelja quand elle parlait d'homophobie soft, au point qu'on pourrait presque parler aussi en parallèle d'homophobie édentée. À travers cette expression de racisme édenté, Memmi a voulu qualifier le racisme des individus sans pouvoir, notamment des indigènes, et en particulier le racisme entre indigènes. Alors, bien sûr, quand Memmi parle de racisme édenté, il ne veut pas dire qu'il ne peut pas mordre. Il peut mordre, il peut être violent, il peut être agressif. Par contre, sa violence est sans commune mesure avec celui du pouvoir dominant. Mais ça, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces bases et d'expliquer l'intérêt politique, théorique et stratégique de faire la distinction, mais aussi la hiérarchie entre racisme individuel et racisme institutionnel. Et pour commencer à l'expliquer, on va prendre un domaine différent, mais où les gens ont beaucoup mieux compris cette distinction, c'est celui de l'écologie. Vous savez, il y a l'écologie des petits gestes, c'est-à-dire manger bio, faire pipi sous la douche, éteindre la lumière. En soi, c'est bien et on va pas dire aux gens de pas le faire, mais on sait tous que c'est pas ça le plus important. Et ça doit en aucun cas être la priorité d'un mouvement écologiste. Parce que si on surconsomme, c'est pas le résultat d'un choix individuel ni un problème culturel. Ce choix, c'est surtout le résultat d'un système politique. Et donc, pour résoudre un problème politique, il faut une solution politique. Prenons l'exemple des voitures parce que c'est le sujet d'actualité et on n'arrête pas de culpabiliser les chauffeurs parce qu'ils utilisent de l'essence et ils polluent. Le plus pertinent et le plus efficace, ce serait de proposer des politiques, notamment en développant les transports en commun ou alors en les rendant moins chers.
Prenons un autre exemple, l'anticapitalisme. On peut décider en tant qu'anticapitaliste d'acheter dans des magasins de commerce équitable, notamment pour moins exploiter les pays du Sud. On peut aussi décider de boycotter Amazon et d'acheter dans les commerces locaux. Tous ces petits gestes, c'est très positif, mais on sait tous que ce ne sont pas eux qui sont au cœur des discours anticapitalistes aujourd'hui. Et heureusement. Dans l'anticapitalisme, la priorité, c'est de combattre le pouvoir capitaliste. Parce que nos choix de consommation individuelle, ils sont fortement influencés par le système économique, par le mode de production qui nous entoure. Nous ne sommes pas des êtres 100% libres. Et tout ça, c'est simplement avoir une approche matérialiste de la politique. Parce que nous, on considère que les choix individuels et l'hégémonie individualiste, égoïste, consumériste, anti-écolo, tout ça, c'est déterminé par les structures et donc par les lois, par les institutions, par le système économique. Et donc, je pense que sur tout ça, on est tous à peu près d'accord. Eh bien, bizarrement, cette idée de distinguer l'individuel de l'institutionnel, quand ça touche la question des quartiers et quand ça touche la question de l'antiracisme, bizarrement, la gauche n'arrive plus à comprendre et n'arrive plus à faire la distinction. Pire que ça, cette même gauche, elle veut même nous empêcher, nous les militants antiracistes, de faire la distinction, notamment dans les quartiers, sur les types d'oppression et de les hiérarchiser selon qu'elles sont individuelles ou institutionnelles. Et on l'a vu très récemment et on le voit depuis des années, elle tient absolument à faire la morale aux habitants de quartier en ce qui concerne le sexisme et l'homophobie. Et de traiter ça au niveau individuel et comme un problème culturel, en fait ce serait dans le mœurs, plutôt que de se concentrer sur l'État et le capitalisme qui entraînent tout cela. Mais pourquoi? Pourquoi une telle différence? Par exemple, Framont, qui avait la même idée que Ouria, c'est-à-dire de distinguer l'homophobie des gilets jaunes de l'homophobie du pouvoir, 3 ans plus tard, se met à critiquer Ouria pour la même idée. Qu'est-ce que disait Nicolas Framont vis-à-vis des gilets jaunes et de l'homophobie? Plutôt que d'accabler les travailleurs en lutte avec des accusations injustes, s'intéresser à l'homophobie de la bourgeoisie bien réelle et institutionnalisée dans les grandes écoles serait d'un tout autre courage. Et maintenant, Nicolas Framont, quand on parle de l'homophobie dans les quartiers. Établir une hiérarchie au sein d'un continuum de violence systémique, c'est toujours casse-gueule. On voit bien que sur les autres oppressions, ça marcherait pas du tout. Le racisme individuel soft de la commerçante white trash du coin, le sexisme domestique du mari violent. Alors qu'en plus, justement, on fait la distinction de... ça marche en fait, Nicolas, ça marche. Au passage, Nicolas, vu que le thème du féministe t'intéresse, je te recommande de lire L'ennemi principal de Christine Delphi, dans laquelle, précisément comme le titre l'indique, Christine Delphi fait une hiérarchie et elle dit que pour la lutte féministe, la priorité, c'est non pas les hommes en général, mais le système patriarcal. C'est lui l'ennemi principal. Mais bon, après, là, je parle de Nicolas, c'est celui que je vais citer, mais ce serait quand même injuste de l'accabler, surtout que je pense qu'il est plutôt ouvert sur ces questions. Mais en fait, le problème, c'est que le sentiment qu'il a eu, c'est un sentiment partagé par la gauche, qui accepte la hiérarchisation pour beaucoup de luttes, mais pas pour les nôtres. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a une certaine légitimité morale à ne pas faire de distinction entre l'institutionnel et l'individuel. On peut prendre l'exemple de l'homophobie. Il s'agirait de dire qu'en fait, de l'homophobie, que ce soit de la part d'un individu ou d'un État, c'est pareil, ça a rejeté. L'homophobie, c'est de l'homophobie. Mais le problème, c'est qu'au final, ça ressemble davantage à une posture morale pour se donner bonne conscience qu'à une stratégie politique. Si on prend le cas d'un policier qui tabasse, d'un prof qui humilie, d'un proprio qui discrimine, d'un patron qui licencie un indigène. Ils le peuvent précisément parce qu'ils ont pu accéder à une position de pouvoir leur permettant de faire cela et c'est accentué par une prise en compte assez faible de ces agressions par les autorités compétentes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette citation en tête de Kwame Ture. Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir.
Bon, là, j'ai l'impression qu'on a un peu enfoncé des portes ouvertes, mais malheureusement, on est obligé de faire ce rappel. Et je dois même vous dire que ça me rend assez triste de devoir faire ce rappel. Mais le problème, c'est que depuis quelques années, notamment dans l'antiracisme, mais pas que, on constate un recul du point de vue politique, mais aussi théorique. En ce qui concerne l'antiracisme, je peux même faire un constat pire, qui est celui d'un retour de l'antiracisme moral qui emprunte certaines sémantiques de l'antiracisme politique pour passer en scred. Et c'est cet antiracisme moral qui a pour stratégie de mettre au même niveau le racisme des individus et le racisme de l'État. Et pourquoi pensez-vous que l'humanité cherche à intégrer l'Europe? Parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pas de système raciste. Il y a des racistes. Il y a effectivement des gens qui se réclament du racisme. Alors moi, je suis pas en désaccord avec vous sur la question. Il y a plusieurs niveaux de racisme en réalité. Il y a le racisme effectivement institutionnel, quand on a un gouvernement qui met en place des politiques racistes, et on n'est pas dans ce cas-là. Quel exemple? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas, c'est pas l'apartheid, c'est pas les États du Sud aux États-Unis pendant la ségrégation. Évidemment, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, le racisme s'inscrit aussi dans des choses qui sont sous-jacentes, des choses qui sont à peine au niveau de la conscience, dans les relations interindividuelles, dans certains propos, certains préjugés. Et puis, ce que je dis aussi dans le livre, c'est il faut laver au sein de nos communautés. Quand on est musulman et qu'on entend un propos antisémite, mais moi de la même façon, quand j'entends un propos islamophobe dans ma famille, je le laisse jamais passer. C'est hyper important d'être capable en fait d'avoir une boussole morale en fait, peu importe l'appartenance communautaire, et d'avoir une ligne très très claire sur la lutte contre tous les racismes. Écoutez, on finira sur cette boussole morale qu'on essaiera de retrouver le chemin et qu'on essaiera tous ensemble de tenir. Alors moi, j'entends déjà les gens nous répondre comme des curés, vous êtes en train d'hiérarchiser. Et hiérarchiser, c'est mal. Parce que hiérarchiser, c'est mal. C'est pas bien. Il faut lutter contre tout sans distinction, sans compromis, tout en même temps pareil. Sinon, c'est mal. Il faut abolir le travail. Il faut abolir le capitalisme. Il faut abolir la mort. Il faut abolir la souffrance. Tout ça parce qu'il se situe dans le champ moral. Attends. C'est une cata. Tout ça parce que ce sont des bons petits curés qui, alors, je me lâche, y a pas, tout ça parce que ce sont des curés de la gauche progressiste qui se situent seulement sur le champ moral et qui essayent de nous dire ce qui est bien et pas bien. Et donc, des gens qui souffrent, c'est pas bien, donc il faut aider les gens qui souffrent. Tous. Voilà. Parce que pour eux, dans leur surenchère progressiste, il faut lutter autant contre l'individuel que contre l'institutionnel. Ça montre à quel point ce sont des bonnes personnes progressistes qui se soucient des malheurs du monde. Contrairement à nous, on s'en fout. Et en fait, cette stratégie qui consiste à mettre au même niveau racisme individuel et racisme institutionnel, mais aussi tout autre type d'oppression, eh ben, c'est une logique qui va plaire à l'État. Raison pour laquelle un porte-parole du gouvernement est intervenu sur la polémique de Ouria pour dire qu'une homophobie est à rejeter dans tous les cas. Pourquoi l'État et pourquoi les institutions font ça ? Parce qu'ils savent très bien que cette logique va au final leur être profitable. Et ça, les penseurs du Black Power l'avaient déjà bien compris. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous faire une longue citation tirée du livre Black Power que je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est l'une des bases sur l'antiracisme politique. Parce que c'est un très beau livre que j'ai vu rendre honneur. Nous appelons cela le racisme individuel et le racisme institutionnel. Le premier est le fait d'individus qui agissent ouvertement en tuant, en blessant, en détruisant. Il est visible et peut être filmé par des caméras de télévision. On peut constater le crime au moment même où il est commis. Le second est moins franc, infiniment plus subtil. On le reconnaît moins facilement parce qu'il ne s'agit pas d'actes accomplis par des individus particuliers. Mais il n'en détruit pas moins la vie humaine. Comme il a sa source dans les forces établies et respectées de la société, il a infiniment moins de chances que le premier d'encourir la condamnation du public. Quand des terroristes blancs bombardent une église noire et tuent 5 enfants, il s'agit d'un acte de racisme individuel que l'on déplore dans presque toutes les sphères de la société. Mais quand, dans cette même ville, Birmingham, Alabama, 500 bébés noirs meurent chaque année faute de nourriture, de logement, de soins médicaux, et quand des milliers d'autres sont marqués à jamais et mutilés dans leur corps, leur cœur et leur intelligence,
à cause des conditions de misère, de discrimination infligées à la communauté noire. Il s'agit alors de racisme institutionnel. Et je trouve que le cas de l'affaire de Carlos Martins Bilongo est une parfaite illustration de tout ça. Donc je rappelle assez rapidement tout ça. Il y a ce député de la France Insoumise qui faisait une intervention à l'Assemblée nationale pour parler du cas de l'Océan Viking, qui est un bateau dans lequel il était hébergé 243 réfugiés sauvés en mer, mais qui n'avaient pas de port où accoster parce que tout le monde les refusait. Et au moment de sa présentation, il y a un député du Rassemblement national qui, aveuglé, retourne en Afrique, ce qui suscita une indignation dans toute la gauche. Mais quelle a été la réponse du Rassemblement national? Eh ben, en fait, on s'est trompé. Le député, il parlait pas à Bilongo, mais il parlait des 243 réfugiés. Et donc là, on devait être en mode « Ah bah ça va, c'est moins grave ». Et en fait, le problème, c'est que on marche souvent comme ça. Ça nous choque davantage quand ça touche un individu en particulier que quand ça touche un collectif. Et vous voulez un exemple de ça? Eh ben, il y a l'exemple, chaque année, il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes toutes les ans dans la Méditerranée. Et vous avez ce chiffre qui est répété chaque année. Et ça suscite pas autant d'indignation, autant de compassion, autant de scandale que ça devrait l'être. Il y a aussi notre capacité à s'indigner qui devient plus aisée quand le fautif est un individu plutôt qu'une structure, plutôt qu'une politique. Et donc, prioriser la lutte contre le racisme institutionnel, c'est essayer de tenter de renverser cet état de fait qui nuit à l'analyse du racisme. Car ne pas distinguer et hiérarchiser les deux, ça ne peut au final, du fait de la dissymétrie qu'on vient de développer, qu'on vient d'exposer, ça ne peut au final que profiter à l'État. Mais j'aurais tout de même pour finir une question à l'adresse des tenants de la ligne selon laquelle il ne faut pas faire de distinction entre les discriminations individuelles et les discriminations institutionnelles et selon laquelle il faut lutter contre les deux en même temps pareil. Et dans cette question, je voudrais poser le cas de l'homophobie. Il y a des statistiques qui ont montré que le sentiment homophobe est plus grand dans la communauté musulmane. De plus, nous savons tous qu'il est effectivement assez difficile d'afficher une identité homosexuelle dans les quartiers populaires. Et donc, puisqu'il faut lutter autant contre les discriminations individuelles que contre les discriminations institutionnelles, je voudrais donc savoir ce que vous comptez faire pour régler le problème de l'homophobie dans les quartiers et chez les musulmans, puisque ce refus de la distinction individuelle et institutionnelle devrait nous pousser à agir sans attendre dans les quartiers pour résoudre cette question de l'homophobie. Et donc, si ces personnes sont capables de m'exposer concrètement leurs solutions pour agir sur l'homophobie dans les quartiers, je suis bien sûr tout oui. Ah, si on peut régler ça, vas-y, let's go. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En attendant la réponse à ma question, je vous propose de nous rejoindre sans plus attendre sur Twitch. On fait très souvent des lives, déjà quasiment tous les lundis et plusieurs fois dans la semaine. Et on se donne aussi rendez-vous tous les jeudis 18h pour un nouveau Juste Wissam. On va essayer de faire ça chaque semaine. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de partager cette vidéo, de vous abonner et de ne pas oublier de nous soutenir financièrement si vous pouvez, que ce soit sur Tipeee et sur PayPal. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à vous, grâce à vous, on peut faire tout ce travail.